Bonjour. Alors, je suis le professeur Hassan Saleh. Je suis responsable du module thermodynamique mécanique des fluides. Donc, comme vous le voyez, il y a deux parties à étudier dans ce module. La première partie, c'est la thermodynamique. Et la deuxième partie, c'est la mécanique des fluides. Alors, la thermodynamique, c'est une partie de la physique qui étudie tout ce qui est en relation avec la température et la chaleur. Alors que la mécanique des fluides, donc ici vous avez deux termes, vous avez la mécanique, c'est-à-dire le mouvement, et vous avez les fluides. Les fluides, c'est la matière lorsqu'elle est dans un état liquide ou bien dans un état gazeux. Donc la mécanique des fluides, c'est quoi? C'est tout simplement l'étude du mouvement d'un fluide. Alors si le fluide il est dans un état d'équilibre, on va parler de la statique des fluides. Et si le fluide il est en mouvement, on va parler de quoi? Donc on va parler de l'écoulement, c'est ce qu'on appelle l'écoulement, le déplacement des fluides. Donc c'est ce qu'on appelle l'écoulement d'un fluide. D'accord? Donc ce sont deux grandes parties que nous allons essayer de voir le long de ce module. Alors bien évidemment, on va commencer par la première partie qui est la thermodynamique. Alors introduction. La thermodynamique, ça vient des Grecs. Vous avez deux termes ici, vous avez le thermo et vous avez la dynamis. Dynamis, ça veut dire la force, et la thermo, ça veut dire la chaleur. Voilà. Et donc là, vous voyez que il peut s'agir d'une transformation chaleur, travail, et réciproquement travail-chaleur. La thermodynamique peut être classique, comme il peut être statistique. Alors dans ce cours-là, nous allons nous intéresser seulement à la thermodynamique classique. En général, il s'agit d'étudier les systèmes du point de vue macroscopique. Ça veut dire vous considérez un système matériel, que ce soit à l'état gazeux, ou bien que ce soit à l'état liquide, ou bien que ce soit à l'état solide. Donc l'étude macroscopique, la thermodynamique classique, ça veut dire il faut étudier ce système à l'état macroscopique. Ça veut dire il faut mesurer des grandeurs macroscopiques qui sont en relation avec la thermodynamique. Et bien ces grandeurs sont par exemple la pression, la température. Donc il s'agit d'étudier comment il varie la pression d'un fluide lorsqu'on fait varier la température et lorsqu'on fait varier par exemple son volume. Hein. Donc si vous prenez par exemple un piston, si vous appuyez sur le piston, et bien le fluide qui est le gaz qui se trouve à l'intérieur, il va être comprimé. Et donc il va y avoir une diminution du volume et donc une augmentation de pression. Donc vous voyez que il doit y avoir une relation entre la pression, le volume et la température de ce système. Alors pourquoi étudier la thermodynamique? Tout d'abord, c'est pour pouvoir comprendre comment un travail mécanique va se transformer en chaleur et réciproquement comment la chaleur peut se transformer en travail mécanique. Le deuxième point, c'est de permettre d'étudier les systèmes composés de plusieurs particules. Donc par exemple les systèmes qui se trouvent à l'état solide, ou bien à l'état liquide, ou bien à l'état gazeux. Ensuite, on sait que la thermodynamique il est largement utilisée dans différents domaines, en ingénierie, en chimie, en biologie, en médecine, en géologie, etc. etc. Alors, l'écoulement de la chaleur, nous savons tous que si vous avez un solide, par exemple, qui est représenté ici en rouge et qui est chaud, et un autre solide qui est représenté ici en bleu et qui est froid, entre les deux, il y a de l'air, donc c'est un fluide. Et donc, la chaleur, ce qu'on appelle le flux de chaleur, il va être orienté depuis la position du corps chaud vers la position du corps froid. Et donc, la chaleur
le transfert de chaleur, ça se fait toujours depuis le corps chaud vers le corps froid. D'accord? Voilà, donc si vous prenez un corps chaud, vous le mettez en contact avec un corps froid. À partir d'un certain moment, si vous touchez le corps froid, vous allez remarquer qu'il a reçu la chaleur, il devient chaud. Et en même temps, si vous touchez le corps chaud, vous allez remarquer qu'il s'est refroidi un petit peu. Ça veut dire qu'il a perdu de la chaleur. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La chaleur, une quantité de chaleur, pendant cette période de temps delta T, une quantité de chaleur s'est déplacée depuis la zone chaude vers la zone froide. Alors, c'est ce qu'on appelle l'écoulement de la chaleur, ou bien tout simplement le transfert de chaleur. Alors, ce transfert de chaleur peut se produire suivant trois mécanismes qui sont bien connus. Alors, il y a le mécanisme de conduction, le mécanisme de convection et le mécanisme de rayonnement. Alors, ces mécanismes-là, qui représentent donc l'écoulement de la chaleur, on va les étudier en détail dans la deuxième partie du module, qui est la mécanique des fluides. D'accord? Bien. Alors la chaleur, l'énergie thermique, et si vous avez ici donc les trois mécanismes que je viens de vous citer, qui sont la conduction, la convection et le rayonnement. Alors ici, si vous prenez une source de chaleur, ici vous prenez votre solide qui contient donc une casserole, qui contient un liquide. Alors ici, on peut comprendre les trois mécanismes. Alors la conduction, qu'est-ce qui se passe? Avant de mettre le feu, on peut toucher la partie supérieure de la casserole et elle est froide. Mais une fois que nous avons mis le feu, après un certain moment, on va remarquer on va sentir la chaleur qui est arrivée sur la partie supérieure de la casserole. Et donc ce phénomène-là, le passage de la chaleur dans ce corps solide-là, qui est la casserole, et c'est ce qu'on appelle la conduction de la chaleur. Alors ici, à l'intérieur, il y a un fluide qui est de l'eau. Et bien qu'est-ce que se passe? Regardez, hein, il y a le mouvement des particules, des molécules de l'eau. Et il passe sous l'effet de la chaleur dans le côté inférieur. Les molécules ils vont passer vers le haut, ensuite ils vont refroidir, ils vont revenir, et donc il va y avoir un mouvement, donc voilà, montée, descente, et ce mouvement-là, c'est ce qu'on appelle le mouvement de convection. D'accord? Et bien évidemment, il y a le troisième mouvement, c'est le mouvement bien l'écoulement par rayonnement, d'accord? Voilà, donc lorsqu'il y a une source de chaleur, il y a toujours des rayonnements qui se dégagent, et donc c'est ce qu'on appelle un mode de transmission de la chaleur qui s'appelle le rayonnement. Donc il existe trois modes fondamentaux de transmission de l'énergie thermique. Il s'agit des échanges par conduction, par convection ou bien par rayonnement. Les trois modes peuvent bien sûr coexister, ça veut dire qu'ils peuvent exister en même temps dans un matériau. Alors la conduction, il n'y a pas de transfert de la matière, la conduction se fait par contact. C'est-à-dire que, donc, si vous regardez ici la paroi de la casserole, donc c'est quelque chose qui est solide. Est-ce que la matière elle se déplace de là à là? Non, parce que c'est solide. Mais ce qui se déplace, c'est la chaleur. La chaleur elle se déplace à travers les particules qui constituent le solide. Mais c'est pas la matière qui se déplace, c'est pas les électrons qui se déplacent. La convection, par contre, c'est le déplacement de la matière. Ici, les molécules de l'eau, ils se déplacent, ils reviennent, ils se déplacent, ils reviennent, ainsi de suite. Donc la convection, il y a transfert de la matière par échange de fluide. Le rayonnement, le transfert se fait à distance, sans contact, par rayonnement électromagnétique. Par exemple, un rayonnement infrarouge. Alors on peut se poser une question, pourquoi? Alors ici vous avez une montagne, vous voyez qu'au sommet de la montagne il y a de la neige. Ça veut dire qu'il fait très froid.
Si on va vers le bas de la montagne, on peut remarquer qu'il n'y a plus de neige. Ça veut dire la température est plus grande. Et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que la température il varie avec l'altitude. D'accord? Donc ici, au sommet d'une montagne, par exemple le Toubkal, on peut trouver de la neige, c'est-à-dire moins 10 degrés, ou bien moins 5 degrés, ou bien moins 2 degrés. Par contre, si on va à Marrakech, ou bien à l'Orica, dans la vallée de l'Orica, on peut voir que la température c'est à peu près 18 ou bien 20 degrés, c'est quelque chose comme ça. Donc on peut se poser la question, pourquoi l'air se raréfie et devient plus froid en altitude? Alors ici vous avez une représentation donc de comment il varie, la pression, de comment il varie la pression. Ici la pression en fonction de l'altitude. Alors ici vous avez, ça c'est le niveau du sol. Ça c'est le niveau du sol, ça veut dire c'est, voilà. On est à Marrakech ici. Alors la pression c'est combien? 6000 hectopascales. Alors 1000 hectopascales, ça fait combien? Un hectopascal c'est 10 à la puissance 2. Un hectopascal c'est combien? C'est 10 à la puissance 2 pascal. Vous savez que le pascal c'est l'unité de la pression. C'est l'unité de la pression. Et bien c'est quoi la pression? C'est quoi? C'est la force par unité de surface. Donc l'unité de la pression c'est la force, c'est-à-dire le newton, divisé par la surface, c'est-à-dire mètre carré. Donc newton par mètre carré. Alors hectopascal ça veut dire 100 pascal. 100 fois 1000 ça fait 10 à la puissance 5. Donc la pression au niveau du sol c'est 10 à la puissance 5 pascal. C'est ce qu'on appelle à peu près 1 atmosphère. Donc ici la pression de l'air qui nous entoure au niveau du sol, c'est de l'ordre de 1000 hectopascales, ça veut dire 10 à la puissance 5 pascal, ça veut dire à peu près 1 atmosphère. Et voici la courbe que vous avez ici en coloration noire, qui représente les variations de la pression. Donc lorsque j'arrive à cette zone-là, alors la distance, ici vous avez la distance, l'altitude, en kilomètres. Donc là c'est 0, 1 km, 2 km, je vais jusqu'à 10 km à peu près. Et bien, à partir du sol et jusqu'à une altitude qui dépasse un petit peu les 10 km, nous sommes dans une partie qui s'appelle la troposphère. Alors comment il varie la pression? Regardez la pression, comment il varie. Il augmente. D'accord? Ici, 6000 hectopascales. Ici, pardon, il diminue, pardon, c'est une fonction qui diminue. Ici, 6000 hectopascales. Et là, c'est 250 hectopascales. Donc la pression, il a diminué. Il a diminué comme ça. Alors que la température, au niveau du sol ici, vous voyez que la température, c'est à peu près plus 15 degrés C. Et là, c'est combien? À 10 km d'altitude, c'est combien? C'est moins 56 degrés C. Donc cette courbe, elle montre bien pourquoi, si vous êtes, alors si vous prenez ici la montagne d'Everest, qui a une altitude de 8848 mètres, ça veut dire 8,8 km. Donc il est très proche de cette zone qui sépare la troposphère de la stratosphère. Donc vous voyez, hein, la température c'est combien ici? C'est moins 40 degrés C. D'accord? Donc au sommet de la montagne l'Everest, c'est la montagne la plus haute au niveau mondial. Combien? C'est moins 40. Moins 40, il n'est pas très loin de moins 56. Si je prends le Mont Blanc, une autre montagne en France, qui s'appelle le Mont Blanc, et qui a une altitude de 4,8 mètres, et bien la température c'est combien? C'est moins 25 degrés C. D'accord? Donc dans cette zone qui s'appelle la troposphère, la pression elle diminue,
et la température aussi, il diminue. Ensuite, je rentre dans la deuxième zone qui s'appelle la stratosphère, qui s'étale entre une altitude qui dépasse un peu les 10 km jusqu'à 50 km. Donc jusqu'à 50 km d'altitude. Et bien, comment il varie la pression? Au départ, il est constante. Ensuite quoi? Ensuite, il diminue. Il est constante, voilà. Ensuite, il diminue, il diminue, il diminue, il diminue. Voilà. Vous avez les valeurs de la pression ici. Non, pardon. Cette courbe-là, il représente la courbe de variation de la température. Donc cette courbe-là, elle représente les variations de la température. Ce n'est pas la pression. Tout à l'heure, j'avais dit c'est la pression, mais ce n'est pas la pression. Donc cette courbe noire-là, elle représente les variations de la température, alors que les valeurs correspondantes pour la pression, elles sont représentées ici. Donc ici, vous voyez que la pression, toujours, il diminue lorsque je monte en altitude. Donc là, 6000 hectopascales, 250, ensuite 26, ensuite 1, et je vais jusqu'à 10 à la puissance moins 8. Donc la pression, si je m'éloigne de la Terre, vers le haut, vers le ciel, donc la pression, toujours, c'est une fonction qui diminue. On dit que c'est une fonction décroissante de l'altitude. Par contre, la température, c'est ce que vous avez ici, le profil que vous avez là, c'est le profil de température. Donc ici, au niveau du sol, c'est plus 15 degrés C. Ensuite, il va diminuer jusqu'à atteindre la valeur de moins 56 au bout d'une altitude qui dépasse un petit peu les 10 km. Ensuite, la température, elle va rester constante et il va augmenter. Il va augmenter. Alors là, c'est combien la température? C'est moins 56. Il va augmenter, il va augmenter, il va augmenter. Jusqu'à moins 5, il va jusqu'à 0. Jusqu'à 0 degrés C sur une altitude de 50 km. À partir de 50 km, on va rentrer sur une zone qui s'appelle la mésosphère. Alors là, regardez, entre 50 et 85 km, la température au départ c'était 0 degré C. Ensuite, il va diminuer jusqu'à moins 90 degrés C. La dernière zone, c'est là ce qu'on appelle la zone de la thermosphère. Donc ça commence à partir d'une altitude à peu près de 85 km jusqu'à une altitude de 500 km. Et donc là, vous voyez que la température, elle va passer de moins 90 et il va monter, il va monter, il va monter. Et là, on atteint des valeurs de température très très grandes. Ici, vous avez par exemple une valeur de température de plus 500 degrés C. Donc cette courbe-là, qu'est-ce qu'il montre? Et il montre comment il varie la température d'un fluide qui est l'air qui nous entoure, qui entoure la planète Terre, comment il varie avec l'altitude. Donc vous voyez, au départ c'est 15 degrés C sur le sol, il diminue, constante, il augmente, il diminue, il augmente fortement pour atteindre des très très grandes valeurs de température. Alors, le système et les variables thermodynamiques et les unités. Nous avons notre système matériel. Alors notre système matériel, c'est tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut utiliser, un vélo, une cocotte minute, un ballon, d'accord, quelque chose que nous allons manger, quelque chose que nous allons placer dans le réfrigérateur, notre corps. Donc tout ça, ça représente un système matériel. Un système matériel, donc, c'est un système qui a une certaine masse, qui a un certain volume et qui a une énergie interne, U. Alors, énergie interne, ça veut dire quoi? Vous avez l'énergie interne, c'est-à-dire l'énergie qui est stockée à l'intérieur. Donc, vous avez le système, il contient un certain nombre de particules. Les particules se trouvent à une température T. Il va y avoir ce qu'on appelle l'agitation thermique. Donc, il va y avoir une énergie d'interaction. Il va y avoir une énergie cinétique. Et donc, il va y avoir une énergie totale qui s'appelle donc l'énergie interne. À la température T, bien évidemment, il se trouve aussi à la pression P. Et donc, notre système matériel, il se trouve dans un milieu, donc il est entouré par, il est délimité par une certaine paroi, et donc il le sépare du milieu extérieur. Donc, il va y avoir un échange
de chaleur et de travail avec le milieu extérieur. Alors, le milieu extérieur, par exemple, imaginez que la température de l'extérieur, c'est 25 degrés C. Donc l'extérieur, sa température, c'est 25 degrés C. Imaginez que vous avez ici un corps qui est chaud. Bien évidemment, le corps qui est chaud, il va échanger de la chaleur avec le milieu extérieur. C'est tout à fait normal. Mais aussi, il peut se déplacer, notre système. Si vous avez une voiture qui se déplace, si vous avez un piston, un piston dans un gonfleur, par exemple, qui se déplace, donc il va y avoir un objet qui se déplace, donc il va y avoir un travail mécanique. Donc ça va donner une énergie mécanique. Autrement dit, en conclusion, donc tout système matériel qui est porté à une température T, et dans lequel la pression c'est P, qui a une énergie interne U, et donc il va échanger de l'énergie avec le milieu extérieur sous forme de travail et de chaleur. Alors, quelques grandeurs et les unités qu'il faut connaître pour la suite, c'est tout d'abord la température, bien évidemment. La température, elle peut être donnée en degrés Kelvin, comme elle peut être donnée en degrés Celsius. Il faut connaître la relation qui relie les deux. La température en degrés Kelvin, c'est la température en degrés Celsius, plus une valeur qui est donnée par 273,15 degrés C. Donc si vous prenez par exemple la température ambiante de 25 degrés C, si vous remplacez T Celsius par 25 degrés C, alors 25 plus 273, ça va faire à peu près 298. 298, généralement, on va noter ça par 300 Kelvin. Donc la température en degrés Kelvin correspondante à la température ambiante de 25 degrés C, c'est à peu près 300 Kelvin, ou bien précisément, de manière précise, c'est 298 Kelvin. Alors, si vous avez des valeurs numériques données, et la température T, il faut l'exprimer en degrés Kelvin. Pourquoi? Parce qu'en degrés Kelvin, c'est l'unité dans le système international dans le système des unités internationales le système international des unités pour la température. Donc, si vous avez une application à faire, il ne faut pas remplacer T, par exemple, par 25 degrés C. Il faut remplacer T par 25 degrés C plus 273,15. La pression, il s'exprime en bar, il s'exprime en pascal. Dans le système international des unités, et en pascal, nous avons des newtons par mètre carré. Parce qu'une pression, c'est une force divisée par une surface. Une force, il s'exprime en newton, et la surface, elle s'exprime en pascal. Donc, le pascal, c'est tout simplement newton par mètre carré. C'est l'unité de la pression dans le système international des unités. Il peut s'exprimer aussi en bar, il peut s'exprimer en atmosphère. Alors, vous avez la relation de passage. En atmosphère, c'est 101 325 pascal. Un bar, c'est 10 à la puissance 5 pascal. Un hectopascal, c'est 100 pascal. 100 pascal, tout à l'heure, je vous ai dit qu'au pascal, c'est newton par mètre carré, c'est-à-dire c'est newton mètre moins 2. Donc ici, vous voyez que en atmosphère, si je veux comparer en atmosphère avec un bar, en atmosphère, c'est 1,01325 10 à la puissance 5. Donc là, c'est 1,01 10 à la puissance 5. Là, c'est 10 à la puissance 5. Donc on peut dire qu'un bar, c'est à peu près égal à une atmosphère. Mais si vous voulez faire les calculs et qu'on vous donne un bar, il faut remplacer un bar par 10 à la puissance 5 pascal. Et si on vous donne la pression en atmosphère, il faut remplacer en atmosphère par 101 325 pascal. Le volume, bien sûr, il s'exprime en mètres cubes, ou bien en litres. Dans le système international, il faut prendre le mètre cube. Et vous avez la relation de passage. 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Et 1 décimètre cube, c'est 10 moins 3 mètres cubes. La quantité de la matière s'exprime en mol, N. Si on vous dit que vous avez un gaz qui contient N mol, ça veut dire c'est un nombre. Donc il n'a pas d'unité. 10 à la puissance 25 mol,
10 à la puissance 28 mol, et ainsi de suite. L'énergie, il s'exprime toujours en joules ou bien en électronvolts. Alors, joule, c'est l'unité de l'énergie dans le système international des unités, mais dans les exercices, souvent, c'est très pratique d'exprimer l'énergie en électronvolts. Alors, c'est quoi la relation de passage entre les deux? 1 électronvolt est égal à 1,602 10 à la puissance moins 19 joules. Ici, vous avez 1,602 10 à la puissance moins 19 joules. C'est l'unité c'est la charge de l'électron. On peut utiliser aussi les calories. Vous avez la relation 1 calorie, c'est égal à 4,1855 joules. Pour les gaz parfaits, alors les gaz parfaits, on va les voir. C'est un gaz dans lequel les particules n'interagissent pas entre elles. Donc il n'y a pas d'interaction mutuelle entre les particules des gaz parfaits, entre les atomes et les molécules qui constituent un gaz parfait. Ça veut dire que l'énergie potentielle d'interaction est égale à 0. Et donc si dans les gaz parfaits, on le représente généralement par une constante R qui s'appelle la constante des gaz parfaits. Et bien, cette constante des gaz parfaits, c'est le produit de deux choses. Le nombre d'Avogadro fois la constante de Boltzmann. Alors le nombre d'Avogadro, sa valeur, c'est 6,022 1367 10 à la puissance 23. La constante de Boltzmann, sa valeur, c'est combien? C'est 1,38 10 à la puissance moins 23 joules par Kelvin. Et donc, si on fait le produit de Na fois Kb, ça veut dire le produit de cette valeur-là par cette valeur-là, on va trouver que R est égal à 8,31451 joules par Kelvin et par mol. Alors, généralement, on prend R est égal à 8,32. Donc, donc, on va remplacer cette valeur, une majoration, on va la remplacer par 8,32 ou bien 8,31. Donc, ça, on vous le donne dans les exercices. D'accord? Bien. Alors, les états de la matière, ainsi que la matière, les états, bien évidemment, on parle des états physiques. Alors, on sait que la matière, elle peut exister essentiellement sous forme de mélange. Un corps pur est un constituant unique caractérisé par une formule chimique définie. Par exemple, un corps pur simple, l'oxygène, l'azote, et ainsi de suite. Un corps pur composé, par exemple, vous avez deux types d'atomes. Vous avez SO2, vous avez CO2, et ainsi de suite. Donc, les corps simples ils contiennent le même type d'atomes. L'oxygène, il contient seulement les atomes d'oxygène. L'azote, il contient seulement les atomes d'azote. Ça, c'est ce qu'on appelle les corps purs simples. Les corps purs composés, ils contiennent différents types d'atomes. Par exemple, ici, vous avez les atomes de soufre et les atomes d'oxygène. Ici, vous avez pour le CO2, le gaz carbonique, vous avez les atomes de carbone et les atomes d'oxygène. Un solide, un corps qui est dans un état solide, c'est un cristal parfaitement ordonné, qui a un certain volume propre. Donc, le cristal, c'est un matériau dans lequel, bien c'est un système dans lequel les atomes, les molécules qui le constituent, sont répartis dans l'espace d'une façon ordonnée, d'une façon régulière. Est-ce que le volume d'un solide, il change? Non, il ne change pas. Bon, il est pratiquement constant en fonction de la température, en fonction de la pression. Donc, il change, pratiquement, il ne change pas. Les liquides, c'est un ensemble compact mais désordonné et qui n'a pas de forme propre. Bien évidemment, si vous prenez de l'eau, si vous mettez de l'eau dans le verre, eh bien, il va avoir la forme du verre. Si vous le mettez sur une casserole, il va avoir la forme d'une casserole. Donc la forme n'est pas propre, il change. Le volume, il n'est pas constant, il change en fonction du récipient dans lequel on le met, le fluide. C'est un système désordonné. Pourquoi il est désordonné? Parce que c'est pas comme dans un solide. Dans un solide, vous avez les atomes,
ils prennent des positions fixes, bien ordonnées, bien régulières. Mais dans le cas d'un solide, d'un fluide, si vous versez de l'eau, il va s'écouler. Il va s'écouler, ça veut dire que les liaisons entre les atomes ne sont pas très solides, ils ne sont pas solides. Voilà. Les gaz, c'est à peu près la même chose que les liquides, mais que les gaz ils sont dispersés et désordonnés et ils n'ont pas aussi de forme propre. Donc voilà, donc l'ensemble liquide plus gaz, c'est ce qu'on appelle les fluides. Donc, la matière à l'état solide, donc c'est ça. Et la matière à l'état fluide, c'est il concerne les liquides et les gaz. L'état condensé, c'est l'état solide et l'état liquide. L'état fluide, c'est l'état gazeux et l'état liquide, je viens de le dire. Donc l'état fluide, c'est l'état gazeux et l'état liquide, ça veut dire qu'il peut y avoir ce qu'on appelle l'écoulement et la diffusion. L'état condensé, c'est-à-dire condensé, ça veut dire et ce sont des systèmes qui sont incompressibles. On ne peut pas les comprimer. Donc si on exerce une force sur un solide, on ne va pas changer la forme. Donc il ne va pas se comprimer. Aussi, si vous prenez le liquide, par exemple de l'eau, vous le placez sur un récipient, vous placez un couvercle sur la partie supérieure, vous appuyez, eh bien, est-ce que le volume il va changer? Non, il ne va pas changer. Le volume du liquide il ne va pas changer, ça veut dire qu'il ne se comprime pas. Donc voilà, donc on peut imaginer que les solides et les liquides ne se compriment pas, ça veut dire qu'ils sont incompressibles, on les appelle les états condensés. Par contre, le fluide, on peut le compenser, on peut le comprimer. Le fluide, le gaz, on peut le comprimer. D'accord? Le gaz, oui, on peut le comprimer. D'accord. Les caractéristiques des états, alors si on représente par grand N la quantité moléculaire, c'est-à-dire le nombre de molécules qui se trouvent dans un volume V, et si on représente N la quantité molaire, c'est-à-dire le nombre de moles qui se trouvent dans le même volume V, alors c'est quoi la relation entre petit n et grand N? C'est que tout simplement petit n, le nombre de moles est égal au nombre de molécules divisé par le nombre d'Avogadro. Pourquoi? Parce qu'une mole, c'est quoi? C'est une A molécule. Alors vous avez la valeur du nombre d'Avogadro, 6,0225 10 à la puissance 23 particules par mole. Voilà. Alors on appelle la densité moléculaire une étoile, la quantité qui représente le nombre de molécules par unité de volume. C'est-à-dire c'est tout simplement le grand N divisé par V. C'est ce qu'on appelle N étoile. Le petit n, il représente le nombre de moles. Alors si je divise le nombre de moles par grand V, j'obtiens le N étoile. Ce que j'appelle la densité moléculaire. Le nombre de molécules par unité de volume. C'est grand N. Non, N c'était quoi N? C'était le nombre de molécules. Si je le divise par V, j'obtiens la densité moléculaire, ce qu'on appelle la densité, ou bien la concentration. En chimie, on appelle ça la concentration. Et donc, c'est quoi grand N? D'après ici, grand N, c'est petit n fois une A, divisé par V. Ici, quoi petit n divisé par V? Ce qu'on appelle le volume molaire. N, c'est le nombre de moles, divisé par le volume total, on appelle ça le volume molaire. Et donc, la densité moléculaire, c'est tout simplement le nombre d'Avogadro divisé par le volume molaire. Avec le volume molaire, c'est quoi? C'est V divisé par N. Donc ici, si vous comparez ça avec ça, c'est quoi Vn? Vm, c'est V divisé par petit n. Donc le volume molaire, c'est le volume total divisé par le nombre de moles. C'est-à-dire le volume d'une seule mole. Le volume d'une seule mole, c'est-à-dire ce qu'on appelle le volume molaire. Ces états de la matière, ils sont représentés ici. Alors, donc l'état solide, vous avez des liaisons très solides, très rigides. La matière, elle est représentée de manière ordonnée, de manière régulière. Si j'augmente la température, je vais passer à l'état liquide. Et donc l'état liquide, vous voyez que les particules peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres.
Si je continue encore à augmenter la température, je vais complètement détacher les liaisons entre les... Je vais casser les liaisons entre les différents atomes. Et donc les atomes, ils deviennent libres les uns des autres. Donc il n'y a plus d'énergie d'interaction entre les différents atomes voisins. Et bien évidemment, on peut parler aussi du plasma lorsque vous avez différents types de particules. Alors ici, les particules noires, donc c'est les atomes. Les particules verts ici, c'est les électrons libres, free electrons, c'est-à-dire les électrons libres. Et les particules que vous avez là et là, ce sont les ions, d'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle le plasma. Alors, cas particulier, si vous êtes dans un gaz parfait. Un gaz parfait, tout à l'heure, j'avais dit que c'est un gaz où il n'y a pas d'interaction. C'est comme celui-là, il n'y a pas d'interaction. Dans les conditions normales de température ou de pression, on appelle ça le CNTP, les conditions normales de température ou de pression. Alors, ces conditions, ils sont quoi? Il faut prendre une température de 0 degré C et une pression de 1 atmosphère. Une pression de 1 atmosphère, ça veut dire 1,013 bar. Alors, le volume molaire, c'est 22,4 litres par mol. Donc, on peut faire les calculs. Le volume molaire, on va trouver le volume d'une mole, c'est 22,4 litres. Si on se place dans ces conditions-là. Ici, quoi la densité moléculaire? Tout à l'heure, une étoile, la densité moléculaire, c'était quoi? C'était une A divisée par le volume molaire. Donc, on remplace une A divisée par le volume molaire, on va trouver une densité de combien? 2,7 10 à la puissance 25 par mètre cube. Donc, je rappelle, une étoile, c'était quoi? C'était le nombre de molécules par unité de volume. Donc, ici, dans ces conditions normales de température et de pression, on va calculer une étoile, on va trouver une valeur qui est à peu près 2,7 10 à la puissance 25 particules par mètre cube. Dans le cas des gaz, dans le cas des liquides, alors on va prendre donc à partir de données expérimentales la masse volumique. La masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Donc c'est la masse molaire divisée par le volume molaire. Ça veut dire qu'on peut trouver la relation, la densité, le nombre de particules par unité de volume. C'est tout simplement Na, le nombre d'Avogadro, fois la masse volumique divisée par la masse molaire. Donc on peut calculer ça et on va trouver une valeur de 10 à la puissance 28 particules par mètre cube. Donc dans le cas des gaz, on trouve à peu près 2 10 à la puissance 25 par mètre cube. Dans le cas des liquides, on va trouver 10 à la puissance 28 par mètre cube. La thermodynamique chimique, donc tout à l'heure je vous ai dit que pour passer de l'état solide à l'état liquide par augmentation de température, c'est ce qu'on appelle la fusion. On peut passer de l'état liquide à l'état gazeux par augmentation de la température, c'est ce qu'on appelle l'évaporation. Et il y a d'autres changements de phase. Donc c'est la thermodynamique chimique. Ici vous avez le solide, ici vous avez le gaz, ici vous avez le liquide. Donc je peux passer, alors le solide, il est représenté par une structure qui est bien ordonnée, régulière et solide. Le gaz, donc les atomes, ils sont dispersés. Il n'y a pas d'interaction mutuelle entre les différents atomes, ils sont libres. Et les liquides, bon, ils ne sont pas libres, mais c'est désordonné. C'est une structure désordonnée. Et donc, je peux passer des solides, de l'état solide à l'état gazeux, par une augmentation de température. Ou bien, si vous voulez, je vais vous passer d'abord par de l'état solide à l'état liquide, par une augmentation de température, c'est ce qu'on appelle la fusion. Réciproquement, je peux passer de l'état liquide à l'état solide par un mécanisme qui s'appelle la solidification. Et donc, il faut abaisser la température. Si vous prenez de l'eau liquide à 25 degrés C, si vous le placez dans un réfrigérateur, il va devenir froid, ensuite plus froid, jusqu'à se trouver sur un état statique de glace. Vous savez, c'est donc à l'état solide, la glace. Et la température de la glace, vous savez, c'est 0 degré C, alors que le liquide au départ, c'était 25. Donc on est passé de 25 degrés C vers 0 degré C. Donc il s'agit d'une diminution de la température, c'est ce qu'on appelle la solidification.
De l'état liquide à l'état gazeux, je vais augmenter la température, c'est ce qu'on appelle la vaporisation. Réciproquement, je peux passer de l'état gazeux à l'état liquide par un refroidissement, c'est ce qu'on appelle la liquéfaction. Je peux passer de l'état solide directement à l'état gazeux par un mécanisme de chauffage qui s'appelle la sublimation. Réciproquement, je peux passer de l'état gazeux à l'état solide par un système de refroidissement qui s'appelle la condensation. D'accord? Donc ça, c'est ce que nous appelons les états de la matière, les états solides. Hein? Donc ici, la flèche en rouge, ça veut dire qu'elle nécessite un réchauffement, ça veut dire augmentation de la température. Les flèches en bleu, elles nécessitent un refroidissement. Donc ici, vous avez les différents changements de phase. Changement de phase depuis la phase solide vers la phase gazeuse, depuis la phase gaz solide vers la phase liquide, depuis la phase liquide vers la phase gazeuse, et réciproquement. D'accord? Bien. Le passage d'un état physique à un autre état physique est appelé transition de phase, ou bien changement d'état. Le passage d'une phase à une autre phase s'appelle changement. Bon, ça je l'ai fait 2 fois. Voilà. Donc le passage d'un état à un autre état s'appelle transition de phase ou changement d'état, d'état physique. Le passage d'une phase à une autre phase s'appelle changement de phase ou bien changement d'état. C'est la même chose. Qui s'accompagne pour un corps pur d'un échange de chaleur sans variation de pression et de température. D'accord? Alors, si je passe, ça veut dire quoi ça? Si je passe de l'état solide à l'état liquide, donc je passe d'une phase solide vers une phase liquide. Il se fait sans changement de température. 0 degré C ici, 0 degré C ici. Sans changement de pression. Bon, ça on va le voir après, donc ça on va l'étudier un peu en détail par la suite. Donc ça, c'est ce que je viens de vous présenter là, ça représente un peu, si vous voulez, une introduction un peu générale de ce qu'on appelle la thermodynamique, d'accord? Donc les états de la matière, les particules, les systèmes ordonnés, les systèmes qui sont désordonnés. Alors là, je vais vous présenter le plan de notre cours pour notre module. Alors il est réparti en 4 grands chapitres. Le premier chapitre, il s'intitule Les notions générales de la thermodynamique. Le deuxième chapitre, les gaz parfaits, les transformations et le premier principe de la thermodynamique. Le troisième chapitre, les transformations quasi-statiques, l'entropie et le deuxième principe de la thermodynamique. Le chapitre numéro 4, je vais le consacrer aux machines thermiques. Et puis la dernière partie, je vais attaquer la mécanique des fluides, mais donc une introduction, si vous voulez, l'essentiel on va voir l'essentiel de la mécanique des fluides. Donc, sans tarder, je vais commencer par le chapitre numéro 1. Et le chapitre numéro 1, donc, c'est les notions générales de la thermodynamique. D'accord? Voilà. Alors, dans ce chapitre, on va voir un certain nombre de choses avec des exercices corrigés qui vous permettent de bien assimiler, de bien comprendre ce que nous allons voir sur les différents paragraphes. Alors tout d'abord, on va définir ce que c'est un système thermodynamique. Tout à l'heure, j'ai déjà parlé de ça, l'interaction entre les systèmes thermodynamiques et le milieu extérieur. J'avais dit qu'il va y avoir un échange de l'énergie sous forme de travail mécanique et sous forme de chaleur. Ensuite, on va définir l'état d'un système. Tout à l'heure, je vous ai parlé ici des états. Donc, je vous ai parlé
les états physiques, d'accord. Donc ici, on va parler donc de l'état d'un système, et on verra que l'état d'un système matériel qui se trouve dans une phase donnée, donc une phase, par exemple la phase liquide, ou bien la phase solide, ou bien la phase gazeuse, et bien dans ce cas, on va dire que un état est représenté par trois grandeurs, qui sont la pression, le volume et la température. Quelle est la relation entre les trois? C'est ce qu'on va voir par la suite. Ensuite, les transformations possibles d'un système pour passer d'un état initial à un état final. Un état initial qui est représenté par une température initiale, un volume initial et une pression finale, vers un état final qui est représenté par une température finale, une pression finale et un volume final. Ensuite, quelque chose qui est très important en thermodynamique, c'est le cycle thermodynamique. Ça veut dire, vous prenez votre système, vous le faites passer d'un état initial. Après plusieurs transformations, vous allez revenir sur la même état initial. C'est-à-dire que l'état initial et l'état final sont confondus. On appelle ça un cycle thermodynamique. Et donc, on va voir en détail l'énergie, le travail, la chaleur. Donc, voilà, donc l'énergie, le travail. Et on va voir comment il faut faire pour calculer les différents comment il faut faire pour calculer le travail pour différentes transformations. Si je passe d'un état initial à l'état final, comment je calcule le travail nécessaire ou bien le travail qui est accompli pendant cette transformation. D'accord? La même chose pour la chaleur. Et donc, comme j'ai dit au début, donc on va terminer avec quelques exercices d'application qui nous permettent bien d'assimiler ce que nous allons voir ici. Bien, alors on va commencer par le paragraphe 1.1. Et donc ici, vous avez ce système thermodynamique que je vous ai présenté tout à l'heure. Et donc, c'est la matière qui a une masse M, un volume V, une énergie interne U, qui est portée à une température T et qui est soumise à une pression P. Il est entouré par une paroi qui le sépare donc d'un milieu extérieur, avec qui il pourra échanger un travail sous forme d'énergie mécanique, un mouvement, et bien évidemment, il peut échanger aussi de chaleur. D'accord? Donc, on peut dire qu'un n'importe quel système matériel, il peut échanger avec le milieu qui l'entoure, c'est ce qu'on appelle le milieu extérieur, de forme de l'énergie, le travail et la chaleur. Ici, vous avez des exemples, d'accord? Vous avez ici une centrale électrique ou bien une usine, voilà, donc il y a des dégagements de chaleur, voilà, donc il y a un échange. Ici, vous avez le système frigorifique, le réfrigérateur que vous avez à la maison, donc ici, il permet de refroidir les choses, d'accord? Ici, vous avez un radiateur pour les voitures, donc voilà. Donc tout ça, tous ces systèmes-là, ils échangent de l'énergie, de la chaleur, avec le milieu extérieur. Voilà, donc pour cette première séance, je vais m'arrêter là, d'accord? Je vais m'arrêter là, et donc on va voir si vous avez des questions, on pourra discuter. Voilà, je vous remercie de votre attention.